Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Bonjour à toutes et tous, on est en direct sur Brut en ce dimanche en fin de journée avec Aurélien Barraud qui est astrophysicien au CNRS et qui est aussi enseignant sur Grenoble. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler justement de tout ce qui est en lien avec le réchauffement climatique, cette fin du monde que vous évoquez avec ce livre qui est sorti ces derniers jours, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Ce livre qui est sorti, donc disponible un petit peu partout maintenant. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que vous pouvez partager ce direct mais aussi poser vos questions. On va essayer d'en prendre dans les commentaires. Mais j'aimerais d'abord vous poser cette première question. J'ai lu attentivement votre livre. Vous parlez justement avec des propos assez alarmistes justement de cette fin du monde. Il y a un rapport même de l'ONU qui dit que si on fait rien d'ici 2 ans, ce serait une catastrophe même existentielle pour notre survie. Finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? C'était quoi le message que vous voulez porter? En fait, j'ai beaucoup hésité à écrire ce livre. Je pense que ça va être un appel parmi beaucoup d'autres qui ne servira essentiellement à rien. Je dirais même que par sa simple existence, il contribue un peu à la pollution. Donc il a quelque chose d'intrinsèquement contre-productif. Néanmoins, je crois quand même que face à la catastrophe qui s'annonce, rien n'est pire que de ne rien faire. Donc il y a quelques mois, avec mon amie l'actrice Juliette Binoche, on avait lancé une tribune dans Le Monde et mon père m'avait dit « Bon, c'est bien beau d'être alarmiste, mais il faudrait quand même peut-être aussi donner des ébauches de solutions. » Donc l'idée du livre, c'était évidemment pas de donner des clés pour sauver l'humanité, sauver la nature, sauver les animaux, parce que je ne suis pas compétent pour ça. Il y a des écologues qui sont beaucoup plus à même de répondre en détail, mais c'était de dire peut-être quand même qu'il y a quelque chose de cohérent à aller un peu au-delà de la mise en garde et à proposer quelques pistes pour tenter, non pas de sauver le monde, hein, je ne me prends pas pour le Messie ou pour le prophète, mais en tout cas pour tenter quand même d'aller un tout petit peu plus avant et de ne pas en rester simplement au cri d'alarme. Alors, il y a beaucoup de chiffres que j'ai pu lire dans votre livre, notamment, qui va tous nous parler à ceux qui nous regardent. La pollution tue 3 fois plus que le sida. C'est vrai qu'on parle beaucoup du sida, parfois moins des conséquences de la pollution sur notre santé. Ça veut dire que chaque année, il y a des millions de personnes qui sont touchées, qui meurent de la pollution. Il y a une autre comparaison qui est peut-être plus parlante encore, c'est qu'en France, durant les 4 dernières années, qui hélas ont été pourtant sanglantes de ce point de vue, la pollution a tué 800 fois plus que le terrorisme. Alors évidemment, ça n'excuse pas le terrorisme, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça devrait quand même peut-être nous inviter à prendre la mesure, ou plus exactement la démesure, de cette catastrophe. Je pense que si nous étions rationnels, si nous étions cohérents, nous devrions être en état d'urgence environnementale depuis bien longtemps. Et ce n'est manifestement pas le cas, parce que soyons clairs, la transition, que moi j'aimerais plutôt appeler une révolution écologique, n'a toujours pas commencé. Donc on est face à un problème de santé publique qui est absolument majeur. Ce sont des chiffres officiels, hein, ce ne sont pas des élucubrations d'hurluberlu, ce sont vraiment des chiffres documentés, que d'ailleurs le président de la République lui-même a repris. Et vous imaginez, le chef de l'État reconnaît qu'il y a 50 000 décès par an dus à la pollution, et alors ? Si on avait le 10e de cela dû à n'importe quoi d'autre, on serait tous dans un état d'effervescence incroyable. La presse ne parlerait que de ça, on ferait la une de tous les journaux, on serait en état d'alarme maximum. Mais là, pour une raison mystérieuse, bah oui, c'est la pollution, donc finalement, c'est un peu comme si c'était ce que l'on était, notre ontologie qui se dévoilait et qui nous menait à notre perte d'une façon acceptable. Moi, je ne pense pas que ce soit acceptable. Alors, justement, est-ce que la vie aujourd'hui, elle est en péril? Je parle pour que ce soit les animaux, mais aussi les êtres humains. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur Terre. Oui, je crois qu'en effet, on m'a reproché, on m'a tout reproché de toute façon, mais on m'a en particulier reproché l'utilisation du terme « fin du monde ». Donc, je peux peut-être m'en expliquer en quelques mots, parce que moi, je suis astrophysicien. Je sais bien que la planète Terre, qui est une planète tellurique, va continuer de tourner autour du Soleil, hein, même si on fait les pires dégâts possibles. Donc évidemment, en ce sens, le monde, la Terre, va continuer d'exister, et probablement la vie va continuer d'exister en tant que telle. Mais enfin, c'est quoi ce qu'on appelle le monde? Le monde, c'est pas un caillou qui flotte dans l'espace, n'est-ce pas? La beauté, le sens, le merveilleux, le magique de ce monde, c'est cette incroyable diversité du vivant, c'est ce fragile qui résulte de plusieurs millions d'années d'évolution extrêmement subtile, avec des bifurcations, avec des interruptions, avec des reprises, et qui donne naissance à ces millions d'espèces qu'on ne devrait même pas qualifier par le terme de biodiversité. On rate toute la magie, toute la poésie si on dit ça. C'est juste la beauté de ce qui donne un sens à notre existence.
Et ça, bien sûr, c'est en péril. Donc on le sait depuis quelques jours par le dernier rapport officiel, environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction à court terme. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que au-delà des espèces, il est indispensable de penser en termes d'individus. Vous voyez, si je vous dis par exemple, 6 milliards d'hommes vont mourir demain, c'est un drame. Pourtant, l'espèce humaine ne serait pas menacée. Donc, il ne faut pas simplement penser en termes d'espèces. Les vivants sont des individus singuliers. Et en ce moment, ce qu'on observe, c'est que les populations animales sont en train de s'effondrer, même au sein des espèces qui ne sont pas menacées. Et donc, pour répondre à votre question en un mot, oui, la vie sur Terre aujourd'hui est en train de péricliter. Et là, je crois qu'on peut tous être d'accord pour convenir de ce qu'il s'agit vraisemblablement d'une des plus grandes catastrophes de l'histoire, parce que pour un vivant, la vie, ça peut quand même pas tout à fait être un détail. On parle du réchauffement climatique, mais aussi de l'espace pour les animaux sauvages. On sait que il y a 60% des animaux sauvages qui ont disparu sur ces dernières décennies. Ils n'ont plus d'espace pour vivre aujourd'hui. C'est ça aussi l'un des constats à côté de ce réchauffement climatique. Oui, je pense que c'est très important et vous avez raison d'en parler parce que on se focalise sur le réchauffement climatique. Alors déjà, on se focalise pas assez sur le réchauffement climatique. Quand on voit l'importance qu'on donne dans certains médias aux faits divers, j'aimerais qu'on en parle plus. Mais par rapport au grand problème qui est celui de notre avenir commun, le réchauffement climatique, ne l'oublions pas, n'est qu'un élément parmi d'autres. Et en effet, je crois qu'il est tout à fait essentiel qu'on parle des autres éléments catastrophiques parce que j'aimerais insister sur le fait que le constat que nous venons d'établir, à savoir le fait que dans les 40 dernières années, 60% des animaux sauvages ont disparu, c'est pas une crainte, hein. Là on n'est pas en train de parler de notre anxiété, on est en train de parler d'un bilan, c'est quelque chose qui a eu lieu. Eh bien dans cet état de fait, le réchauffement climatique n'a pratiquement joué aucun rôle. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand bien même la température ne s'élèverait pas d'1 seul degré, nous serions quand même dans une situation catastrophique. Et la raison de ça, la première raison de ça, c'est effectivement l'expansionnisme humain. Nous avons transformé la Terre en un vaste parking de supermarchés et les vivants non humains, avec lesquels nous sommes en symbiose, hein, évidemment, ils ont une valeur en tant que telle et ils ont une nécessité pour notre propre existence, eh bien ces vivants n'ont simplement plus de place pour vivre. En France, rien qu'en France, l'artificialisation des terres fait qu'on perd environ un département français tous les 10 ans. C'est monstrueux. À l'échelle mondiale, la superficie des villes augmente de 400 millions de mètres carrés par an, la taille des forêts diminue de 70 000 km² par an. On est en train d'envahir l'espace à un rythme et dans une démesure qui fait qu'effectivement, n'ayant plus de place, il meurt. Alors, il y a une citation qui est intéressante dans votre livre, vous parlez justement du comportement de l'homme, je vais vous citer. Vous parlez du faste décomplexé, la richesse obscène, l'égocentrisme prédateur, la figure du mâle possédant fier de son insouciance, sont immensément ringards aujourd'hui. Il est temps de faire savoir le ridicule de ces postures et de valoriser une certaine humilité responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos comportements, notre vision de la société, elle est incompatible justement avec ce qui est en train de se passer sur le climat. Ah, en fait, en y réfléchissant, souvent on dit qu'on a deux pôles, n'est-ce pas? Il y a les petits gestes individuels. Je pense que c'est très bien, il faut absolument le faire, mais c'est tout à fait évident que ça ne suffit pas. Et puis, à l'autre extrême, il y a l'action politique, c'est-à-dire les décideurs prennent des mesures que nous subissons. Et ça aussi, je pense qu'il faut le faire, mais il se trouve que ça ne suffit pas non plus. Et entre les deux, j'ai quand même l'impression qu'il y a un registre sur lequel on peut agir, et qui a une importance considérable, c'est le registre symbolique. Moi, j'aime à dire que nous sommes homo symbolicus, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de symboles. Une très grande partie, je crois, de nos actions sont en réalité commandées, dirigées, induites par le regard qu'elles déclenchent dans l'autre qui nous observe, qui nous admire, ou au contraire, qui nous réprouve. Et jusqu'à maintenant, le fait est que les comportements très prédateurs, envers la nature, envers les animaux et envers nos semblables, ont été plutôt valorisés. Voilà, quelqu'un, pour le dire de façon caricaturale, qui se comporte vraiment comme un mâle dominant, quoi. Il y a quand même un peu une figure patriarcale aussi dans tout ça, est plutôt positivement connoté. Les choses sont en train de changer. Et je pense que ce changement va nous aider parce qu'en effet, il y a un certain ascétisme, c'est-à-dire un respect plus qu'une prédation, c'est-à-dire une osmose plus qu'une domination qui pourrait prévaloir et qui changerait les comportements. Parce que dès lors que posséder une voiture de sport, un yacht ou rêver d'aller passer ses vacances à Saint-Barth sera considéré comme ringard,
et je crois qu'il faut le faire, plus personne n'aura envie de le faire. Et donc on n'aura même pas besoin de passer par la loi. Et ça, je crois qu'on a tout à y gagner. D'abord parce que les gens qui ont moins d'argent pourront à nouveau disposer d'une plus grande dignité, ce qui me semble évidemment souhaitable. Et puis ensuite, bien sûr, parce que ça aura des effets très bénéfiques sur l'environnement, sur la nature, sur le climat, sur la biodiversité, sur tout ce qui nous importe. Alors justement, il y a cette question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réussir à concilier écologie et capitalisme ? Je ne sais pas. Moi, quand je m'intéresse à cette question de l'écologie, je remarque que le principal reproche qu'on me fait souvent, c'est de dire oui mais attention, vous n'avez pas clairement identifié les causes, et tant que vous ne vous attaquez pas aux causes, il peut rien se passer. Le problème, c'est que personne n'est d'accord pour les causes. Certains y voient le capitalisme, d'autres y voient le néolibéralisme, ce qui n'est pas exactement la même chose, d'autres y voient, pour des raisons étranges, mais que je pourrais expliquer, la religion, etc. Donc chacun a son analyse sur l'origine du problème, et chacun croit que tant qu'on n'aura pas traité cette origine, alors rien n'aura de sens. L'ennui, c'est qu'on ne s'accordera jamais sur l'origine. Donc moi, je crois qu'il faut commencer par traiter le problème en lui-même, et on verra bien dans une sorte d'inversion de sens quel est le système qui permet de le faire. Si vous me demandez mon avis personnel, je crois en effet que le capitalisme débridé, je crois que cette religion de la croissance qui est totalement irrationnelle, autant du point de vue éthique que du point de vue scientifique, que du point de vue écologique, etc., ne peut pas être conciliable avec un respect du vivant et un avenir durable. Voilà, on le sait, hein, une croissance exponentielle dans un monde fini n'est pas éternellement possible. Et là, je crois quand même qu'il faut que le sérieux change de camp. Ce ne sont pas les apôtres de la croissance, les gens sérieux, même s'ils sont bien habillés en costume cravate. Ce ne sont pas eux. Ce sont les écologistes, enfin, certains ne sont pas sérieux non plus d'ailleurs, mais ce sont les bons écologistes qui nous expliquent que la croissance, si vous voulez, il y a une remarque très simple qu'on peut faire. C'est que bien sûr ça a marché. C'est tout à fait vrai que ça a élevé le niveau de vie de beaucoup de gens, que ça a endigué la pauvreté, que ça a permis le développement de l'hygiène, dans la médecine. Tout cela est tout à fait correct. Mais maintenant ça s'inverse. Vous voyez, c'est un peu comme de manger. Quand vous êtes dans un état de famine, ou dans un état même normal d'ailleurs, c'est très bien de manger, même de bien manger. Mais quand vous êtes obèse, ça vous tue. Et actuellement on est entré en régime d'obésité. Et par conséquent, poursuivre la croissance, c'est intrinsèquement mortifère. Mais ça, c'est pas du tout du mysticisme. C'est l'analyse rationnelle la plus triviale, la plus évidente et la plus élémentaire. Ça veut dire quelque part que on parlait justement du capitalisme. Là, on parle de la croissance aussi chaque année, où chaque pays va avoir une croissance importante. Est-ce qu'il faut ne pas avoir le tabou de dire est-ce qu'on veut partir dans une forme de décroissance? Ça, vous avez raison, c'est incroyable. Moi, quand j'emploie le mot décroissance dans une émission de télé ou de radio, on m'interrompt. Décroissance? Vous voulez dire que vous êtes décroissant? Là, d'un seul coup, c'est comme si on passait du mauvais côté. Vous voyez, avant, on était l'astrophysicien écolo, un peu sympa, bienvenu. Puis là, d'un seul coup, on se dit, oh là là, mais peut-être qu'il est dangereux, en fait. Peut-être qu'il fait partie de la secte des décroissants. C'est complètement ubuesque. Je veux dire, bien sûr qu'il faut décroître. C'est une évidence. On est actuellement en train de consommer plusieurs fois les ressources de la Terre chaque année. Si on ne décroît pas, évidemment qu'on va à la catastrophe. Enfin, je veux dire, vous avez un bocal, vous le remplissez de billes. Quelqu'un vous dit, attention, au bout d'un moment, ça va déborder. Et quelqu'un d'autre vous dit, non, non, on peut continuer éternellement. Qui est sérieux à votre avis? Enfin, c'est une évidence. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le mot décroissance, il est mal choisi. Parce qu'il est tributaire des indicateurs de l'ancien monde. Moi, j'ai envie d'évaluer la croissance non pas sur le PIB, mais sur la capacité à s'entraider, sur l'amour, sur la beauté, sur le respect de la vie, sur le développement des espèces, sur la pérennité du système, sur la diminution des inégalités. De ce point de vue-là, on n'est pas du tout en croissance en ce moment. Et ce que je propose, enfin, moi j'ai pas de programme politique, je vais pas entrer en politique, mais ce que nous proposons, c'est précisément de croître par rapport à ces nouveaux indicateurs que je crois être de meilleurs indicateurs. Alors vous êtes très nombreux à suivre le live, il y a beaucoup de questions dans les commentaires, d'ailleurs on vous salue toutes et tous, celles qui nous regardent et qui viennent de nous rejoindre. Je rappelle que vous pouvez partager ce direct en bas à gauche, poser vos questions dans les commentaires, et en réaction justement à vos propos et aux questions qu'on aborde actuellement, il y en a une qui revient régulièrement sur la natalité. C'est-à-dire qu'on parle justement de croissance, oui, etc. Il y en a qui disent, mais voilà, on était quelques milliards il y a encore 50 ans, 60 ans, on est 7 milliards aujourd'hui, il y a des perspectives qui nous voient à 9, 10 milliards dans très peu de temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser le nombre de natalité? Est-ce que c'est grave aujourd'hui de voir que le nombre d'êtres humains ne cesse de croître d'année en année? C'est un problème très compliqué.
Moi je crois qu'il faut se garder de réponse à l'emporte-pièce sur cette question qui est très subtile et très piégeuse finalement. Évidemment, si on était très peu nombreux, on pourrait vraiment se comporter de façon totalement débridée, sans impacter massivement notre environnement. Mais est-ce que ça serait vraiment un très joli monde? Moi je crois pas. Le problème de la natalité, c'est que se reproduire, c'est quelque chose qui est au cœur du vivant. C'est un peu la raison d'être, ou en tous les cas un des moteurs fondamentaux de la vie. Donc moi je ne suis pas favorable à des mesures dictatoriales, autoritaires sur la natalité. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer de croître éternellement. On ne va pas croître éternellement. On sait que dans 30 ans à peu près ça va se stabiliser. On n'est pas du tout en croissance exponentielle. Mais enfin quand même ça va se stabiliser à une valeur un peu haute. Donc moi je serais favorable à ce qu'on tente effectivement de faire baisser la population humaine, mais pas par des mesures autoritaires. Ça c'est pas possible, surtout dans les pays pauvres, ça serait un geste outrageusement colonialiste que personnellement je réprouve de façon très claire. Et vous savez ce qui fait baisser la natalité? C'est pas les mesures autoritaires. Enfin, ça peut le faire, mais c'est pas la bonne manière de le faire. C'est essentiellement l'assurance chômage et l'assurance maladie. Parce que dans beaucoup de pays, les enfants, c'est une assurance sur l'avenir. Dès lors qu'il y a des protections sociales qui permettent de vivre plus sereinement, automatiquement la natalité baisse. Et donc là encore, vous voyez qu'on a tout à gagner. On peut prendre des mesures qui sont à la fois bonnes pour la nature et bonnes pour l'interaction entre les hommes. Et justement, vous l'évoquez dans votre livre, vous parlez, il y a un terme qui m'a marqué, c'est celui de sérénité sociale, salaire minimum et maximum. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste cette idée de sérénité sociale qui permettrait d'aller justement dans le sens d'un monde meilleur? Bon, d'abord, c'est peut-être mes propres convictions, et comme toujours, on fait des liens conscients ou inconscients entre les causes qu'on défend. Bon, donc là, je peux tout à fait plaider ma partialité, mais j'ai aucun problème avec ça. Mais plus fondamentalement, soyons clairs. Il faut décroître en termes de PIB, en termes d'exploitation des ressources. Ça, j'en suis absolument convaincu, c'est rationnel, n'importe qui réfléchissant un peu sur la question parviendra à cette conclusion. Mais en même temps, il y a beaucoup de pauvreté dans le monde, et même en France. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Donc comment fait-on pour concilier cette nécessité de décroissance matérielle avec évidemment la problématique de ce qu'on ne veut pas baisser le niveau de vie de ceux qui n'ont déjà presque rien, on veut même le monter au contraire. Ben, pour moi, la solution, elle est simple, c'est le partage. C'est un peu de mise en commun. Autrement dit, la révolution écologique, qui est nécessaire. On ne s'en sortira pas avec une évolution douce, que ce soit clair. La révolution écologique qui est nécessaire, elle va contre notre confort de façon globale. Il va falloir faire des efforts. Mais moi, je crois que ces efforts, ils ne doivent pas être portés par ceux qui n'ont déjà presque rien. Ça serait indécent. Et en plus, ça ne se fera pas d'ailleurs. Donc la seule façon peut-être de réenchanter un peu les choses et d'y parvenir en fait. C'est-à-dire profitons de la contrainte écologique pour en plus mettre en place une évolution sociale qui soit sereine et qui soit un peu raisonnable. Enfin aujourd'hui on a vu qu'il y a quelques dizaines de personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité qui peut décemment reconnaître que cette situation est enviable. Profitons-en pour non pas faire une révolution bolchevique, c'est pas ce dont il est question. Il est simplement question d'un peu de raison, de décence et finalement d'amour, quoi. Voilà, n'ayons pas peur du mot. Je parle on évoquait justement cette sérénité sociale, ce côté social en ce moment. On le voit dans le pays, il y a deux mouvements. On a les jeunes qui marchent pour le climat, on a aussi le mouvement des gilets jaunes qui est né justement de cette idée de taxer les carburants. Finalement, comment on arrive à concilier fin du monde et fin du mois, transition écologique, sans que cela n'ait aussi une incidence énorme sur le portefeuille des plus modestes ou des classes moyennes? Oui, mais c'est vraiment un problème, soyons bien clairs. Moi, je suis pas candidat aux élections européennes, donc je rappelle, vous êtes astrophysicien, je rappelle pour ceux qui nous regardent. Voilà, donc moi, j'ai pas un programme clé en main. Si on est lucide, il n'y a pas de solution simple, il n'y a peut-être même pas de solution du tout. Il faut juste oser le reconnaître, il faut surtout pas qu'on ait l'impression qu'on est sur la bonne voie. Peut-être je le rappelle en passant, les émissions de CO2 mondiales ne font que augmenter, les espaces de vie diminuent, enfin tous les indicateurs, le transport aérien explose, la consommation de viande en France a repris à la hausse, enfin tous les indicateurs sont mauvais. Donc n'ayons surtout pas l'impression qu'on est dans la bonne direction, qu'il faut juste faire un petit effort de plus. Non, on n'a pas commencé à aller dans la bonne direction. Ce qu'il faudrait faire est une révolution. Cette révolution ira contre notre confort, contre notre pouvoir d'achat. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je pense que l'analyse rationnelle, c'est que donc elle n'aura pas lieu, cette révolution. Parce qu'en effet, on n'a jamais vu un peuple se révolter contre son intérêt à court terme. Ça ne s'est jamais produit. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Donc je pense, factuellement, que ça ne va pas avoir lieu. Et qu'on va aller tout droit vers la pire version du désastre. Si on voulait que ça ait lieu quand même,
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on soit un peu raisonnable. C'est-à-dire qu'en effet, il faudrait que les plus aisés prennent sur eux les évolutions drastiques qui sont nécessaires, parce que si on se contente d'augmenter les taxes sur le carburant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les riches continueront à utiliser leur voiture exactement de la même manière, et que les pauvres, eux, ne pourront plus le faire. Ça, c'est évidemment pas acceptable. Donc, on n'a pas d'autre moyen d'espérer que de tenter de faire l'évolution sociale en même temps que la révolution écologique. Mais je ne vois aucun indicateur aujourd'hui qui nous laisse espérer que ça va avoir lieu. On parle justement, j'ai couvert il y a quelques semaines cette action de la République des pollueurs à la Défense, où il y a plusieurs sociétés qui ont été ciblées, notamment Total, la Société Générale. C'est de se dire que finalement, on parlait justement de cette idée de pouvoir d'achat entre les plus pauvres, les classes moyennes et ceux qui ont justement ces grosses entreprises. C'est vers eux qu'il faudrait se diriger faudrait les taxer plus, faudrait créer une taxe spéciale, sanctionner les mauvais comportements plus. Alors, que c'est... Ça, j'en suis absolument convaincu. Là, il y a un levier politique qui est indispensable. La politique fiscale, c'est ce qu'on a de plus facile, finalement. Au niveau politique, le moyen d'action le plus efficace, le plus rapide, le plus facile, c'est la politique fiscale. Donc, évidemment, il faut le faire. Mais en même temps, il ne faut pas se dénouer pour autant, parce que si les entreprises les plus prédatrices existent, c'est aussi parce qu'on achète leurs produits. Donc il faut être un peu subtil. On ne peut pas faire reposer toute la responsabilité sur l'individu parce qu'il y a un problème systémique. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas simplement se dire on va sauver le monde avec des petits gestes sympathiques en achetant bio-équitable, et puis on sait en plus que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de le faire. Donc on ne peut pas simplement dire c'est de la responsabilité individuelle. Mais on ne peut pas non plus simplement dire c'est un problème d'entreprise. Écoutez, les entreprises, c'est pas des entités biologiques autonomes, elles sont faites par des gens. Donc les entreprises, c'est nous. Les entreprises, elles vivent parce qu'on achète leurs produits, et bien sûr, elles reproduisent nos attentes. Donc tout ça est imbriqué, le levier fiscal existe, mais il ne peut pas être complètement déconnecté d'un environnement global qui fait qu'il faut juste renoncer à un certain rapport au monde, qui est un rapport dans lequel l'hubris, c'est-à-dire l'excès technologique, a pris le pas sur des valeurs fondamentales évidentes de rapport au vivant que nous avons perdu, si tant est que nous les ayons effectivement jamais possédés. Alors on parlait des petits gestes au quotidien que chacun peut faire à son échelle, mais justement j'ai lu, parce que vous avez listé dans votre livre, et ça rebondit peut-être un peu sur vos propos, vous évoquiez à un moment donné le fait de faire moins d'achats sur des sites aux pratiques peu responsables. Qu'est-ce que vous leur reprochez et qu'est-ce que chacun peut faire justement là-dessus ? Oui, donc peu responsable, tout est dans le mot, mais enfin on sait quand même qu'il y a des très très grosses entreprises extraordinairement riches qui ne paient pratiquement pas d'impôts, par exemple, qui tuent le commerce de proximité, qui ont non seulement un comportement qui est socialement irresponsable avec leurs employés et qui est écologiquement dramatique parce qu'elles favorisent beaucoup de transport de colis et d'acheminement de colis, parfois par voie aérienne, etc., et sans parfois respecter les contraintes les plus élémentaires, ou le bon sens le plus élémentaire. Ça, moi je crois que dans la mesure du possible, il faut arrêter. J'insiste sur le « dans la mesure du possible », parce qu'il y a toujours des contre-exemples. On va me rétorquer qu'un tel ou un tel habite à 50 km de la première librairie, que donc il n'a pas le choix. Mais oui, bien sûr, il y a toujours de bons contre-exemples. Mais enfin, je dirais que de façon tendancielle, on sait quand même ce qu'il faudra faire pour relocaliser un peu l'économie et pour effectivement faire les efforts, parce que ça demande des efforts. Il faut arrêter de se mentir, comme dirait mon ami Gansille, il faut arrêter de se mentir, d'accord ? On peut pas gagner sur tous les tableaux. L'idée qu'on va pouvoir continuer à avoir de plus en plus de smartphones hyper performants, d'ordinateurs partout, de gigantesques écrans LCD partout chez nous, et en même temps voir les insectes, les oiseaux, les baleines survivre, c'est faux. On peut pas gagner partout. Donc la question à se poser, c'est est-ce que dans 50 ans, on a envie que nos descendants aient la 17e génération de téléphones portables qui sera tellement rapide qu'on pourra télécharger tout Internet en 4 secondes ? Ou est-ce qu'on a envie que la vie existe encore autour de nous et que cette extraordinaire construction perdure un peu ? Moi, je crois que quand on en sera à la 17G, on se dira que quand même les baleines, les vautours et les menthes religieuses, c'était peut-être un peu mieux. Et ça sera trop tard. Justement, ça me fait rebondir sur une question, celle des lois qui pourraient nous restreindre au quotidien. On sait que c'est pas évident, voilà, d'aller sur ce terrain-là, qui serait, on va dire, plutôt arrêter ces velléités individuelles, c'est ce que vous dites, qui sont incompatibles avec la vie commune. Comment, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait limiter concrètement, quelles mesures concrètement il faudrait prendre aujourd'hui? Mesures contraignantes, donc du coup qui seraient peut-être impopulaires d'un côté, mais qui seraient pour vous, on va dire, urgentes.
Bon, je sais pas, je laisse aux politiques de décider, mais enfin, par exemple, des gens qui ont les moyens, hein, ça concerne pas tout le monde, et qui vont passer toutes leurs vacances à l'autre bout du monde, aujourd'hui, c'est juste insensé. Le tourisme a un effet dramatique, par exemple, dans l'environnement. C'est un exemple parmi 1000 autres. Mais ce qui est important dans cette question, c'est de savoir s'il y a une dérive, s'il y a un risque. Vous savez, moi, j'ai beaucoup entendu parler de dictature verte, de stalinisme écologique, etc. Personne ne veut ça, hein, que ce soit bien clair. Mais moi, je pense que c'est indécent aujourd'hui d'oser parler de ça. Écoutez, imaginez un prisonnier de guerre qui est humilié, qui est maltraité, qui est torturé. On essaye de lui donner quelques droits. Est-ce qu'on est en train d'en faire un dictateur ? Enfin, soyons sérieux, c'est ça aujourd'hui qui se passe. La nature aujourd'hui est humiliée. Elle est tellement maltraitée qu'elle est en train de mourir. On essaye de lui donner quelques droits. On n'est pas en train d'en faire une dictature. On est en train d'essayer de sauver un corps mourant. Sauf que ce corps, ce sont des milliards d'individus et des millions d'espèces. Je pense que ça n'aurait rien de scandaleux. Voilà. Nous sommes en ce moment protégés, et heureusement, par beaucoup de lois. Enfin, il faut pas faire comme si, là, aujourd'hui, on était dans la liberté totale. Heureusement que non. Si vous m'agacez là tout de suite, j'ai pas le droit de vous frapper. Et réciproquement. Et tant mieux. La loi nous protège. Elle nous met quand même à l'abri d'un certain nombre de prédations, de folies, de comportements agressifs. Pourquoi a-t-on le droit de détruire la vie alors qu'on n'a pas le droit, par exemple, de porter atteinte à une entreprise? On n'a pas le droit de casser la vitrine d'un vendeur de plats tout près, prédateur. Tant mieux, je ne dis pas qu'il faut avoir le droit de le faire, c'est interdit. Donc la loi protège des entreprises prédatrices, mais la loi ne protège pas la vie sur Terre. Moi je pense que l'infime perte de liberté qui en résulterait peut-être, puisqu'on n'aurait plus le droit de faire certaines choses, in fine, jouerait dans le sens de la liberté. Parce que si on fait rien, dans 30 ans, on pourra plus sortir de chez nous avec des canicules à 55 degrés. Ça, c'est une perte de liberté fondamentale. On ne pourra plus sortir de chez nous. Vous savez que le corps humain, lorsque la température est supérieure à la température interne, quand on est au-delà de 37 degrés, fonctionne très mal. Et on sait maintenant qu'on aura des épisodes caniculaires longs. Est-ce que vous croyez quand même pas qu'une petite privation de liberté qui nous empêcherait d'avoir des comportements ultra prédateurs et ultra égoïstes, puisqu'ils emmènent tout le monde, tous les vivants, toute l'humanité dans cette chute, que endiguer ces comportements-là serait une perte de liberté beaucoup moins grande que la perte de liberté qui va survenir avec finalement la mort. Pas la mort de tout le monde, pas la mort de toute la vie, soyons sérieux, mais enfin le spectre de la mort qui est déjà en train d'impacter aujourd'hui la vie sur Terre. Vraiment j'insiste, parce que je me rends compte que beaucoup de gens pensent encore que c'est la crainte d'un futur improbable. J'insiste, c'est un bilan. On a perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans. C'est fait. Ça a lieu. C'est pas simplement une peur. Et sur la perspective justement des prochaines années, des prochaines décennies aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut d'ores et déjà annoncer si rien ne change ? Ah oui, alors si rien ne change, par exemple, on parle de plus 1,5 degré, c'est pas du tout le cas. Si rien ne change, on est plutôt à plus 5 degrés en ce moment. L'incidence, c'est quoi, plus 5 degrés ? C'est incalculable. C'est incalculable parce que le système planétaire, alors là je reprends quelques secondes ma casquette de physicien, est soumis à des rétroactions positives. Des rétroactions positives, ça veut dire qu'il y a des effets d'emballement. Ça veut dire qu'il y a des paliers. Quand on passe certains paliers, au lieu que le système relaxe, c'est-à-dire retourne spontanément vers un état d'équilibre, en fait, il s'emballe et il continue de diverger vers un état hors équilibre. On est en train de passer ces paliers. Avec des dérèglements de ce niveau, avec le permafrost par exemple qui va fondre, qui va libérer du méthane, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus dangereux, beaucoup plus efficace que le dioxyde de carbone, on va avoir des effets d'emballement qui sont tels que tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera pire que ce qu'on peut prévoir à l'heure actuelle. Donc c'est effectivement terrifiant. Alors vous évoquez... Enfin, vous savez que quand je dis que c'est terrifiant, certains me reprochent de déprimer la jeunesse. C'est quand même extraordinaire. Comme si dire la vérité vous faisait porter le chapeau de la culpabilité. Et en plus, la jeunesse, je crois que ce qui la terrifie, c'est pas qu'on lui dise la vérité, c'est qu'elle voit l'inaction des responsables. Alors l'incidence aussi, vous donniez justement quelques pistes ou même des évolutions qu'il y aura dans les prochaines années sur le climat. Mais l'incidence pour les êtres humains, on parle beaucoup justement des lieux qui sont habités maintenant et qui seraient inhabitables, d'une migration importante. Est-ce qu'on a des chiffres de personnes qui pourraient être amenées à migrer, des conséquences que ça pourrait avoir sur notre monde, sur notre planète? Donc effectivement, bon, l'ONU, qui est quand même une instance un peu respectable, tente de chiffrer ces déplacements de population. C'est très difficile de le faire avec une précision, donc les marges d'erreur sont très grandes, mais on peut évaluer dans 30 ans des migrations de l'ordre de 100 millions à 1 milliard de personnes. 30 ans, c'est bientôt. On parle plus de nos arrière-petits-enfants, ni même de nos petits-enfants, ni même de nos enfants. Dans 30 ans, si tout se passe bien, vous et moi, on sera encore vivants. Donc ce sont des choses qu'on va connaître. Écoutez, quand on voit la manière
manière dont l'Europe s'est comportée indignement face à la crise des réfugiés syriens, que nous avons en grande partie laissé mourir devant nos frontières closes, alors qu'il s'agissait d'1 ou 2 millions de personnes. Comment pensez-vous que nous allons gérer 500 millions de personnes? Vous croyez que les frontières vont s'ouvrir en disant « Venez chez nous, venez, je vous en prie, ici c'est plus tempéré, vous êtes bienvenus ». Évidemment non. Hélas, ça sera la guerre. Et là encore, soyons bien clairs, hein, c'est pas une prédiction apocalyptique, millénariste. Moi, je suis pas un vendeur de peur, j'ai rien à gagner dans cette affaire. C'est une analyse rationnelle, factuelle. Si on analyse à partir des données historiques, c'est ce qui va se passer. Donc là, évidemment, on voit que l'humanité est directement touchée, et au-delà de l'humanité, que la vie est directement touchée. Qu'est-ce que vous répondez justement aux climato-sceptiques? Justement, vous indirectement, vous disiez, voilà, on n'est pas là pour faire peur, on n'est pas là... Aujourd'hui, on entend encore parfois, on a même vu à la télévision il y a quelques jours, certains discours qui veulent minimiser, ou en tout cas... Alors écoutez, moi je crois que je vais changer de stratégie. Il y a quelques années, les climato-sceptiques, il fallait les combattre. Aujourd'hui, il faut les ignorer. Ce sont au mieux des rigolos, au pire des criminels. J'ai rien à dire à ces gens-là. Vous évoquez un terme qui revient régulièrement, vous l'avez évoqué dans cette interview, mais aussi dans votre livre, le terme de révolution. Je vous cite, plusieurs révolutions fondamentales sont sans doute à effectuer à l'occasion de cette urgence écologique. Quelles sont-elles exactement, s'il y avait des pistes à donner concrètement? Oui, alors soyons brefs, clairs et exhaustifs, une révolution politique, d'accord? Il y a des petites choses qui sont pas mal, il y a le pacte mondial pour l'environnement qui se met en place, tout ça c'est très bien, mais c'est des petites choses. La révolution, je crois, c'est vraiment de redéfinir nos attentes, de nous extraire de la religion de la croissance. Mauvaise religion, parce que dans la spiritualité, il y a des choses très belles. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs même réinventer aujourd'hui une certaine sacralité. Ça, c'est une mauvaise religion. Ensuite, au niveau économique, là aussi il y a des choses très bien dans les petites choses, par exemple le pacte climat, environnement-climat, je me souviens plus le nom exact, le truc de la roue tu roues là, c'est très bien, mais c'est une petite chose. À plus long terme, il faut effectivement redéfinir une politique du partage et une extraction de cette fascination pour l'accumulation de la richesse et pour la fructification de l'excès. Au niveau symbolique, on l'a déjà dit, je crois qu'il faut revoir ce qui est aujourd'hui un regard amélioratif et un regard péjoratif en valorisant les comportements raisonnables, tendanciellement ascétiques et, je dirais, respectueux de la vie humaine et animale. Au niveau philosophique, il faut nous extraire de cette binarité à la fois théologique et métaphysique qui fait que nous nous sommes crus extérieurs à la nature. Mais non, la nature, ce n'est pas une ressource. La nature, c'est nous. Nous sommes une partie d'elle. Ça, il faut vraiment recommencer à le comprendre. Et puis, je dirais qu'au niveau poétique, en quelque sorte, il faut réinventer un langage, parce que nous sommes toujours prisonniers des limites de nos concepts. Et je crois que tout est à réinventer aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la petite partie jubilatoire. Vous savez, nous sommes la génération qui va véritablement flinguer l'avenir, ou au contraire, celle qui va totalement redessiner les pourtours du réel. Ça, c'est presque un peu excitant. Et moi, je suis pas très optimiste quand même. Mais là, il y a quand même une lueur d'espoir. On peut tout repenser et ça peut être pour le meilleur. Vous évoquez ces idées d'un point de vue collectif, au point de vue du monde, d'un point de vue individuel, on en parlait vaguement tout à l'heure avec les sites aux pratiques peu responsables que vous dénoncez, mais quels petits gestes on peut faire au quotidien d'un point de vue plus général? Je parle pour moi, pour vous, pour tous ceux qui nous regardent actuellement sur cela, qui se disent, bon bah voilà, moi je suis touché par ces questions-là, mais en même temps, peut-être je fais des choses dans mon quotidien, mais est-ce qu'il y a peut-être pas des choses à faire en plus? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour respecter plus notre environnement et limiter ce que vous évoquez depuis tout à l'heure? Alors là, je crois qu'il faut être clair. Bon, les petits gestes, faut vraiment le dire et le marteler, ne suffisent pas. On ne sauvera pas le monde comme ça. Néanmoins, ne pas les faire, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Parce que c'est se mettre dans une posture de dire jouissons une dernière fois, quoi. C'est trop tard, donc jouissons encore maximalement. Ça, c'est complètement idiot d'ailleurs, parce que c'est trop tard pour éviter des catastrophes, mais c'est jamais trop tard pour éviter que ce soit encore pire. Donc je suis favorable aux petits gestes. Alors quels sont-ils? Bon, il y a tout ce qu'on sait, tout ce qui est évident de recyclage, quand on a les moyens d'utiliser du bio, etc. Tout ça est bien connu. Mais moi je pense que les petits gestes les plus fondamentaux, c'est quand même de freiner la consommation. C'est-à-dire de réparer plus que de remplacer. Et là, je veux être bien clair, je suis pas un donneur de leçons. Moi-même, je possède un téléphone portable récent. Donc c'est très dur de résister à ça, parce que la tentation est énorme, et parce qu'on se laisse très vite convaincre que quand même, cet ordinateur dernière génération, si on en a les moyens, nous, on en fera un bon usage. Bon, ça, faut arrêter ça. Voilà, le petit geste le plus essentiel, c'est pas d'acheter équitable, c'est de ne pas acheter.
c'est d'aller quand même tendanciellement vers l'ascétisme. Moi, je me suis séparé de ma voiture. J'ai une voiture de sport, d'ailleurs, donc vraiment, j'ai vraiment pas de leçon à donner. Bon, maintenant, je suis pas passé à la voiture électrique. J'ai juste vendu ma voiture. Voilà, plus de voiture. Bon, on va me dire, certains ne peuvent pas le faire, très bien. Ceux qui ne peuvent pas le faire ne le font pas. Mais quand on le peut, on essaye de ne pas le faire. Moi, je l'ai fait, d'aller à des conférences presque à l'autre bout du monde pour parler 20 minutes devant des spécialistes. Ça n'a plus de sens. Il faut absolument arrêter. Là encore, tout le monde n'est pas concerné, certains n'ont pas les moyens. Mais ceux qui n'ont pas de moyens sont pas les plus gros pollueurs, donc c'est pas à eux qu'il faut demander les plus gros efforts. Mais c'est quand même faire des enfants, pour moi c'est un droit auquel je veux pas toucher. Mais il faut quand même y réfléchir. C'est un droit, ça je veux pas revenir là-dessus. Mais il faut quand même y réfléchir. C'est pas un choix individuel. Ça engage tout le monde. Donc voilà quand même les choses sur lesquelles il faut commencer à penser. Si vous voulez, il faut sortir de l'idée que chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun fait ce qu'il veut, c'est beau la liberté, j'aime la liberté, on peut tous se prendre par la main et dire vive la liberté. Mais il faut comprendre que c'est comme ne pas vacciner ses enfants, si vous voulez. Non seulement c'est grave pour ses enfants, mais c'est grave pour les autres. Parce que la vaccination, elle n'a de sens que si presque tout le monde est vacciné. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le vaccin ou ceux qui ne sont pas protégés par le vaccin risquent de mourir si vous ne vaccinez pas vos propres enfants. C'est pas une décision individuelle. C'est pareil pour l'écologie. Quand vous mangez de la viande, c'est pas une décision individuelle. Vous tuez un être vivant sensible et vous participez maximalement à la pollution. Donc ça engage aussi les autres. Faut qu'on commence un peu à réfléchir comme ça. Sur la consommation de la viande, je sais que vous évoquez cette idée de réduire la consommation de la viande. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, quel impact ça pourrait avoir sur notre... Pour moi, c'est un peu une évidence, parce que je m'intéresse aussi depuis longtemps en parallèle, parce que c'est un peu une question disjointe, quoique pas entièrement, au problème d'éthique animale. C'est monstrueux, ce qu'on fait aujourd'hui. Vous savez quelle est la part en biomasse des mammifères qui sont libres? C'est 5% à peu près. 5% des mammifères sont libres aujourd'hui sur Terre. Le reste des mammifères, c'est de la viande en devenir. On a transformé la Terre en enfer pour les animaux. On tue chaque année 100 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables dans les abattoirs et 1000 milliards de poissons. Vous savez comment ça meurt un poisson? Lors de la remontée des filets, la vessie natatoire explose, les yeux sont arrachés des orbites, l'estomac et l'œsophage ressortent par la bouche. On n'a pas envie de l'entendre, mais c'est la vérité. Quand on mange du poisson, c'est ça qu'on fait. Est-ce qu'on peut vraiment se dire mais tout ça c'est normal, tout va bien? On a quand même atteint un niveau de monstruosité systémique qui me pose problème. Donc renoncer à ça, non seulement c'est évidemment, me semble-t-il, souhaitable en termes d'éthique, parce qu'on occasionne des souffrances infinies à des êtres dont on sait qu'ils sont sensibles, c'est aussi signifiant en termes humains, indépendamment des animaux, parce qu'on pourrait nourrir beaucoup plus d'hommes directement avec les végétaux qu'avec les végétaux qu'on utilise pour nourrir les animaux qui nourriront les hommes. Donc évidemment, pour endiguer la faim dans le monde, faut aller vers un mode d'alimentation végétarien. Et puis à l'échelle individuelle, aujourd'hui les chiffres de l'OMS sont quand même assez clairs, le taux de mortalité baisse avec une bonne alimentation végétarienne. On a tout à y gagner, et je rappelle quand même que l'industrie de la viande pollue plus que celle des transports, donc c'est un impact drastique. Mais quand j'ai évoqué avec des amis la possibilité, un grand chercheur grenoblois, Laurent Bègue, a lancé l'initiative d'un jour sans viande par semaine, mais ça a été considéré comme impensable. On a reçu des tonnes d'invectives, d'insultes. Vous n'y pensez pas, c'est dictatorial. En plus, on voulait même pas l'imposer, on voulait le proposer. Un jour sans viande est impensable. On n'y arrivera pas. Cette question de Mariam Elka dans les commentaires, qu'on remercie comme tous ceux qui nous regardent actuellement et qu'on salue, qui nous dit, une question pour Monsieur Barraud, que pouvons-nous faire face à cette catastrophe, nous citoyens des pays appauvris, 10 pays du tiers-monde, parce qu'on a des gens qui nous regardent du monde entier et qu'on salue également. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Mariam? Vous pouvez nous inspirer. Moi je crois que l'Occident au sens large, a été tellement... n'est plus tellement colonialiste aujourd'hui en termes politiques, mais est resté tellement paternaliste à l'ère vis-à-vis de tous les autres pays. Moi, je crois que l'Afrique, par exemple, pas seulement, évidemment, mais je connais un peu mieux l'Afrique que l'Asie, par exemple, aujourd'hui devrait être une source d'inspiration. Vous avez d'autres ontologies, c'est-à-dire d'autres constructions du réel. Vous avez d'autres rapports à la nature. Vous avez d'autres conceptions de ce qu'est l'animalité, de ce qu'est l'humanité, de ce qu'est la féminité. Moi, je crois que votre rôle aujourd'hui, en fait, c'est de nous apprendre ce qu'il faut faire. C'est de vous que nous avons à apprendre, parce que l'Occident riche a perdu son chemin. Parlons du poids des lobbies. Aujourd'hui, on le dénonce, on le voit régulièrement. C'est quelque part le cancer d'une réussite possible. C'est quoi pour vous,
Moi je connais pas bien ce milieu, donc j'ai pas grand chose à en dire, mais je pense qu'aujourd'hui vraiment ceux qui s'adonnent à ce type de lobbying pour que surtout rien ne change, n'ayons pas peur des mots, ce sont vraiment des criminels. La plus irrationnelle des postures actuelles, c'est le statu quo. Tenter de continuer sur la voie que nous empruntons aujourd'hui, c'est littéralement intenable. De toute façon, ça ne va pas durer, hein, qu'on le veuille ou non, ça c'est certain, ça ne va pas durer. Mais ça peut s'arrêter de différentes manières. On peut faire preuve d'un peu de dignité, en ayant compris qu'on est face à une catastrophe majeure. Il y aura quand même une catastrophe majeure, mais on peut la rendre, d'abord l'amenuiser, et puis profiter de cette opportunité pour créer de nouveaux liens, de nouveaux pactes avec le vivant, des réseaux d'entraide, faire quand même quelque chose d'un peu beau dans cette situation critique. Ceux qui vraiment s'évertuent, est-ce que surtout rien ne change pour se gaver une dernière fois, pour sucer comme ça, jusqu'à la moelle, quoi, l'os de la croissance mortifère, je sais pas, je les comprends pas en fait. Et qu'est-ce que vous pensez du greenwashing, justement ? Alors ça aussi c'est compliqué parce que le greenwashing en tant que tel c'est condamnable. En même temps ça peut être le début d'une prise de conscience. Le problème c'est que c'est un peu tard. Il y a 40 ans, on savait déjà tout ça. Hein. Si on voulait le savoir, on le savait déjà. Il y a 40 ans c'était pas mal de commencer un peu à faire évoluer les mentalités. Aujourd'hui, se dire on continue avec les mêmes objets technologiques, mais on s'arrange pour que, je sais pas moi, le papier soit un petit peu mieux recyclé ou qu'on pollue un petit peu moins en produisant le silicium de telle ou telle façon, c'est ridicule. On n'en est plus là. Donc, je le condamne pas stricto sensu, parce que si à la place du greenwashing on fait rien du tout, c'est encore pire. Donc autant quand même le mettre en avant pour qu'il y ait une conscientisation, mais surtout pas pour s'acheter à peu de prix une bonne conscience écologique. Ça c'est certain, ça ne suffit pas. Et cette question alors qui passe très vite parce qu'il y a beaucoup de commentaires, de Frédéric qui nous dit, une question à Monsieur Barraud, que proposez-vous pour changer et agir durablement sur les comportements au niveau national ? Au niveau national, on a quand même de la chance en France. Il y a beaucoup de gens pauvres, mais on est quand même un des pays les plus riches du monde, en moyenne. Donc, premier problème, première action que je vois de façon évidente, redistribution. Il ne s'agit pas, j'en ai ras-le-bol qu'on me caricature, il ne s'agit pas d'instaurer un communisme maoïste du jour au lendemain, ni même d'ailleurs à long terme. Personne ne veut ça, tout le monde sait que ça a été un échec. Mais enfin, pour moi, déjà, l'existence d'un salaire minimum est une évidence, pour une société élaborée c'est une évidence, une diminution du temps de travail est une évidence, enfin quand même, le travail c'est un moyen, c'est pas un but, n'est-ce pas ? On a quoi comme temps aujourd'hui pour s'aimer, pour inventer, pour créer, pour parler, pour disserter, pour faire ce qui fait que nous sommes des vivants, quoi ? Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler comme ça à la chaîne ? La plupart des travaux sont pas extrêmement épanouissants, hein. Donc diminuer le temps de travail... Combien de temps ? Je sais pas, mais faut qu'on... Voilà, Enfin, comment contester que c'est un progrès quand même ? Aujourd'hui, on aurait les moyens de travailler très peu et de vivre de façon décente. Non, on préfère travailler encore plus pour gagner plus, pour avoir plus d'objets techniques, pour pouvoir plus voyager, pour pouvoir plus polluer, pour pouvoir plus s'imposer en termes de domination. Mais cette figure de l'homme-dieu prédateur, non seulement elle est terriblement ringarde, et en plus elle détruit tout sur son passage. Les autres vivants, et nous-mêmes, les plantes, les animaux, ce qui fait la beauté et le sens du monde. Mais je crois aussi à un salaire maximum, moi. Parce que, un peu de décence quand même. Je veux dire, un peu de décence, qu'il y ait des inégalités, c'est la vie, c'est le monde. Mais il y a un niveau d'inégalité qui confine à l'obscène. Je sais très bien que c'est dur à faire. Là, on se dit, ok, c'est un utopiste, mais si on le fait, les très riches, ils vont partir. Oui, je sais bien. Il faut que ce soit global. Si nos gouvernants ne sont pas capables de se mettre autour de la table des négociations et de tenter de faire en sorte qu'on puisse survivre, ils ne servent à rien. Ce sont des polichinelle, je veux dire. Donc moi je pense qu'il est quand même temps que les gens prétendument sérieux aient des comportements sérieux. S'ils ne peuvent pas sauver la vie face à la plus grande catastrophe de notre histoire, mais pourquoi sont-ils payés ? Pourquoi sont-ils élus ? Enfin, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, et on se dit ces gens qui sont prétendument des élites, qui sont surdiplômés, qui sont choisis, pour la plupart, par leur peuple, ne sont pas capables d'en parler parce que non, ça va pas marcher. Et pourquoi ça marcherait pas ? On sait ce qu'il faut faire, on est en danger critique, ils nous représentent, ils sont censés être intelligents et rationnels. Qu'ils le fassent. Ça me permet de rebondir justement, ça fait 2 ans maintenant et quelques jours que Emmanuel Macron est à la tête de la France. Quel bilan vous faites un peu sur ces 2 premières années, sur le plan écologique, sur la lutte contre le réchauffement climatique ? Monsieur Macron parle bien.
Pas toujours d'ailleurs, je pense qu'en termes symboliques, il gagnerait peut-être là aussi un certain ascétisme, et puis à sortir un peu comme ça de cette figure du gestionnaire. Je pense qu'il faudrait aller plus quand même vers une économie de l'amour, plus qu'une gestion de la finance. Mais au-delà des mots, il faut quand même des actions. On ne peut pas se contenter de donner l'impression que les choses vont bien ou qu'on a pris conscience des choses. Au bout d'un moment, il faut le faire. Vous savez qu'on a encore vu les émissions de CO2 augmenter à l'échelle mondiale et à l'échelle locale, c'est-à-dire au niveau français, l'année dernière. Nous ne sommes pas dans la bonne direction. Oui, tendanciellement, pour quelques industries, ça va plutôt mieux. Oui, il y a des efforts qui sont faits. Monsieur Macron sait qu'il faut faire des choses. Je crois simplement qu'il n'a pas du tout pris la mesure de l'amplitude de la catastrophe. Nous n'en sommes plus à des mesures symboliques. Nous n'en sommes plus à infléchir doucement le système pour que peut-être dans 50 ans ça marche. Non, non. Si c'est pas radical, sincère et effectif à court terme, les conséquences seront désastreuses. Mais en même temps, je le comprends. Il n'a pas été élu pour ça. Donc c'est aussi notre faute, c'est pas la sienne. Nous élisons des représentants qui ne s'engagent pas dans un programme écologique révolutionnaire. Donc c'est normal qu'il ne le fasse pas. Après tout, il est cohérent avec lui-même. Donc moi, c'est pas à Monsieur Macron que je fais le reproche, c'est à nous avant tout. Les écolos font toujours des scores minables aux élections. Peut-être qu'ils sont mauvais d'ailleurs. Hein. Moi, je les connais pas personnellement. Je dis pas qu'il faut voter pour telle ou telle formation. J'en sais rien à dire vrai. Mais enfin, j'imagine que quelqu'un, et ça sera pas moi, qui se présenterait avec un programme écologiste révolutionnaire recueillerait quoi, 0,5% des voix. C'est notre faute. On ne le veut pas, on ne l'a pas. C'est cohérent. Mais à ne pas le vouloir, on se suicide. C'est un problème de conscience dans la société ? C'est un problème de conscience, un problème d'inertie, et c'est un problème aussi, là encore, de symbole. Nous n'avons pas compris de quel côté est le sérieux, le rationnel, et finalement, le sensé. Nous avons perdu le sens du monde, pour le dire comme mon ami le philosophe Jean-Luc Nancy. Alors, au sein de ce gouvernement, il y a eu l'expérience de Nicolas Hulot, qui est quand même reconnu pour avoir un discours quand même assez engagé. Finalement, il est parti au bout d'un an. Qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion au final sur son expérience, sur son départ rapide? Certains ont parlé d'impuissance politique. Mais oui, mais je crois que Nicolas Hulot était sincère, et certains de ses prédécesseurs l'étaient aussi, et d'autres dirigeants actuels sont sincères. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'archétype du tous pourri. Il y a parmi nos dirigeants des gens sincères, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, bien sûr, il y a le poids des lobbies, bien sûr, il y a l'inertie, mais comme on le disait il y a quelques instants, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas été élus pour ça. Moi, j'habite à Grenoble. Le maire de Grenoble est étiqueté écolo. Je le connais pas bien. Enfin, on s'est vu 2-3 fois. Je le connais un peu, mais moi, je suis pas du tout affilié à son parti. Je vais pas faire partie de son équipe municipale. Hein. J'ai rien à gagner. Moi, je crois qu'il fait ce qu'il peut. Il pourra faire plus, sans doute. Il pourra faire mieux, sans doute. Mais bon, il essaye un truc. Mais j'entends dans les petits cafés du centre-ville où je travaille le matin, les commerçants sont scandalisés parce que le chiffre d'affaires a baissé de 2%. Parce qu'effectivement, il y a un peu moins de voitures en ville. Écoutez, moi je comprends que les commerçants ont des loyers à payer, des salaires à payer, des emprunts à rembourser, je leur jette pas la pierre, mais si on fait pas cet effort-là, on est foutu. Donc c'est pas qu'un problème de dirigeants, on a aussi les dirigeants qu'on mérite. Faut quand même que nous, on décide de nos priorités. Et actuellement, on n'en fait pas une priorité. C'est ça le problème, c'est que si on était tous d'accord, le peuple, on pourrait faire une révolution pour faire triompher l'économie contre nos méchants dirigeants. Mais c'est même pas le cas en ce moment, on n'est pas d'accord. Le peuple, et j'en fais partie, hein, nous ne voulons pas, en fait, aujourd'hui la révolution écologique, parce qu'elle irait contre notre confort à court terme. Donc puisque personne ne le veut, ça n'a pas lieu, c'est normal. De par le bilan que vous faites aujourd'hui, dans votre livre, de votre expérience, s'il y avait un message aujourd'hui adressé au président de la République, ce serait lequel ? Moi, je l'ai déjà dit une fois, mais je pense pas qu'il m'écoute, il a autre chose à faire, je le comprends très bien. C'est qu'il est face à une responsabilité sans précédent. Donc, soit il et tous les autres, hein, pas spécialement lui, soit il est celui qui aura été le dernier dinosaure d'un monde à l'agonie et qui aura quand même une responsabilité tragique par rapport au futur parce qu'il savait plus que tous ses prédécesseurs. Soit il est le premier héros, il est enfin celui qui aura insufflé non pas le greenwashing, mais la révolution qui a une chance de nous ménager un futur au moins en partie vivable. Moi je crois quand même que quand on est président de la République, la tentation d'être un super-héros devrait être grande. Pourquoi veut-il rester dans l'histoire ? Pour avoir été un bon ou un mauvais, on verra, gestionnaire ? Ou pour avoir été celui qui a gagné la guerre contre la fin de la vie ? Moi, je crois que je me laisserais tenter à sa place.
cette question qu'on se pose parce qu'il y a beaucoup de réactions dans les commentaires et c'est de se dire comment rendre l'écologie populaire auprès de ceux qui s'intéressent avant tout au pouvoir d'achat. Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Certains parlent de l'éducation. Oui, bah, l'éducation, évidemment, elle est nécessaire. Et je suis content que vous en parliez, parce que l'autre jour, dans une émission de télé, on m'a dit, bon, quand même, hein, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes, eux, ils vont prendre ça en main. Mais c'est pas vrai du tout. La plupart des jeunes s'en foutent, exactement comme leurs parents et leurs grands-parents. Il faut surtout pas se convaincre que, bon, on va s'en sortir grâce aux jeunes. Vous savez, nous, les vieux, enfin moi les moyens et puis les vieux, ils ont été jeunes avant, hein. Les jeunes deviendront des vieux cons comme tout le monde. Donc il faut surtout pas croire que cette génération va nous sauver. Il y a une prise de conscience, c'est certain, il y a une indifférence chez la plupart. Comment sensibiliser? Je sais pas. Moi je pense que peut-être de temps en temps, il faudrait poser nos smartphones et puis aller voir qu'une forêt, c'est juste beau à en mourir, quoi. Mais on va pas prendre les gens de force et les emmener en forêt. De toute façon, ça pourrirait les forêts. Donc, c'est un problème sans solution. Vous évoquez le rapport aux médias, ou même d'un point de vue général. Des fois, il y a certains mots que certains ont du mal à entendre, à se dire, voilà, on parle de révolution, de guerre, d'essayer parfois d'aller... on échangeait même là-dessus, sur le côté de vouloir toujours avoir un mot positif, mais finalement, c'est pas possible d'en avoir un. Bon, pour moi, le mot positif, comme je vous le disais, c'est que tout est à réinventer. Ça, c'est quand même excitant, parce que beaucoup de générations ont été dans le suivisme, dans l'inertie de ceux qui les précèdent, et finalement ont vécu sur les acquis de papa-maman. Nous, si on fait ça, on va crever. Peut-être pas nous individuellement, peut-être pas tout le monde, hein, bien sûr, soyons raisonnables, mais tendanciellement, on va crever. Donc, on a la nécessité de tout réinventer. Ça, moi, je trouve ça chouette quand même, je trouve ça excitant, quoi, je trouve ça enthousiasmant, parce que tout réinventer, c'est économique, c'est politique, c'est poétique, c'est presque sémantique. Faut réinventer un langage, faut réinventer un mythe aussi, parce que jamais rien ne s'est fait sans un système du monde. Vous savez, le mythe, pour celui qui le vit, c'est le nom du monde en tant que tel. Donc, on a tout à refaire, ça c'est plutôt chouette, et on voit bien que même s'il n'y avait aucun problème écologique, on a quand même un gamin qui crève de faim toutes les 5 secondes, donc tout n'irait pas bien, donc il y a un problème social. On peut essayer de le traiter en même temps. Oui, probablement on va vers la catastrophe, mais il y a quand même un petit espoir. Non pas que tout aille bien, hein, ça c'est pas possible, mais que on profite de cette catastrophe pour régler aussi beaucoup d'autres problèmes. Ça serait pas mal, mais il faut qu'on le prenne à bras le corps. Il y a une question de Kelly dans les commentaires qu'on remercie, qui nous dit croyez-vous en la résilience de la planète? Peut-elle se régénérer ainsi que les espèces si on diminue la pression qu'on lui inflige aujourd'hui? Alors oui et non, même si on diminue pas. Probablement, si on diminue pas, on va aller au crash, et puis au bout d'un moment, la biodiversité va sans doute revenir. On pense que ça prendra quelques millions, peut-être 10 millions d'années. Bon, mais moi je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas les espèces, c'est les gens. Les gens qui sont morts dans d'atroces souffrances, seront morts pour toujours. Moi, si je vous dis, oui, bah votre petit ami va mourir, mais c'est pas grave, hein, il y a un homme qui naît toutes les secondes, enfin j'en sais rien, sur Terre, vous en fichez. Parce que l'être que vous aimez, vous l'avez perdu pour toujours. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas simplement un problème de régénérer les espèces. Oui, à très long terme, sans doute ça se fera. Et alors, les douleurs infligées auront été telles que ça aura été une catastrophe. Donc ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est que bien sûr, si on fait des efforts drastiques, les impacts seront bien moindres. Et si on perd 100 000 espèces, c'est pas la même chose que si on en perd 2 millions. Donc dans tous les cas, il y aura des dégâts, mais l'amplitude des dégâts est évidemment conditionnée à nos comportements. Donc on est à un stade, faut pas dire où tout est encore possible, hein. Ça c'est se mentir ça, mais où on peut quand même effectivement compter encore sur une certaine forme de résilience. Mais là vraiment ce plancher-là, ce palier-là, on est en train de le passer et de le perdre. Alors en même temps que cette interview se déroule, j'apprends une information, c'est qu'un Pierre Medevielle, qui est sénateur UDI, s'apprête à rendre un rapport d'information concernant l'herbicide de Monsanto. C'est une information de nos confrères du Parisien. Et je cite, rien ne prouve la cancérogénité du glyphosate. Voilà, sur le glyphosate, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, ce terme-là, cette phrase, cette citation. Alors, d'abord, du point de vue épistémologique, rien ne prouve, c'est complètement idiot, parce qu'on ne prouve jamais rien en science. C'est-à-dire que, oui, rien ne prouve jamais rien. Moi, je ne peux pas vous prouver quelque chose, ce n'est qu'une question de fiabilité et de niveau de confiance. Donc, rien ne prouve que c'est mortel, rien ne prouve que c'est pas mortel. Alors, on va pas aller loin comme ça, hein. Rien n'est jamais prouvé, comme pour un vaccin. Ce qui compte, c'est la balance bénéfice-risque. Vous n'aurez jamais la preuve qu'il est totalement inoffensif, ni la preuve qu'il vous guérit à 100%, enfin, qui vous protège à 100% de la maladie. Donc, faut arrêter avec ce n'est pas prouvé que, cette phrase n'a aucun sens scientifiquement.
au-delà de ça, ça c'était la remarque de philosophie des sciences, c'est compliqué le glyphosate, parce que les pesticides, c'est une calamité. C'est probablement la première cause de disparition des espèces que nous évoquions tout à l'heure avec l'atrophie des espaces de vie. Donc lutter contre les pesticides, contre l'agriculture qui dévaste les sols, et accompagner la reconversion des agriculteurs, parce qu'il ne faut pas que ce soit eux qui portent les frais, il faut le faire. Le cas particulier du glyphosate, moi je me prononce pas parce que, en effet, faut pas non plus dire n'importe quoi, et il y a quand même des éléments d'analyse qui peuvent laisser entendre que ce produit-là en particulier n'est effectivement peut-être pas cancérigène. Il n'en demeure pas moins qu'il peut quand même avoir un impact sur la biodiversité, et il n'en demeure pas moins que beaucoup d'autres sont très dangereux. Là, je pense qu'il faut raison garder. Moi, je suis pas spécialiste de ce dossier. Et on a même cette phrase aussi qui dit « Nous sommes aujourd'hui dans un climat d'hystérie collective qui voudrait que l'on supprime tous les pesticides. » Et oui, c'est vrai qu'il y a un climat d'hystérie collective, mais dans les deux sens, dans tous les sens. Le débat est devenu hystérique. Faut sortir de ça, un peu de bienveillance. Faut arrêter avec cette condescendance, cette suffisance qui fait que certains pensent tout savoir sur tout. Certains pesticides ont permis d'endiguer la famine en permettant certaines cultures dans certaines zones du globe. C'est pas les pesticides intrinsèquement qui sont condamnables, c'est la monstruosité à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui sans raison de garder et sans remise en cause et sans envisager le fait que le monde que nous avons construit n'est pas le seul monde possible. Ça, c'est la pire violence qu'on puisse faire à la pensée. Vous, président de la République, imaginons, alors je sais que vous m'avez dit depuis tout à l'heure, je veux pas m'engager en politique. Imaginons, voilà, vous êtes au pouvoir, vous avez les manettes, avec tout ce que le constat que vous faites aujourd'hui, s'il y avait, allez, on va dire, 3, voire peut-être 5 mesures, si on peut aller jusque-là, à prendre immédiatement, voilà, aujourd'hui on est là, vous avez le pouvoir, il faut y aller tout de suite. Vous savez, si moi j'étais président, c'est que les choses iraient bien. Parce que ça voudrait dire qu'on a donné la parole à quelqu'un qui a fondamentalement un discours qui est inaudible. Donc ça n'arrivera pas. Moi, président, je démissionnerai et j'écrirai de la poésie. Moi, écoutez, c'est très difficile de se mettre à la place de l'autre. La critique est aisée. Mais ce qui est fondamental, et c'est peut-être ça la seule chose que je répondrai à votre question, c'est d'aller vers l'expérimentation d'un ailleurs. Prenons l'exemple des ZAD. Je ne prends pas le cas particulier de Notre-Dame-des-Landes, je ne le connais pas bien. Donc je ne parle pas de ce que je ne connais pas, c'est une habitude de rigueur scientifique. Mais d'une façon générale, c'est très intéressant ce que font ces gens. Ils expérimentent un autre rapport au monde. Quand on leur dit vous défendez la forêt, ils répondent non, nous sommes la forêt qui se défend. C'est très beau comme phrase. Alors peut-être qu'il y a des imposteurs dedans, j'en sais rien, j'étais pas là. Mais en tout cas, à titre d'expérimentation, c'est nécessaire. Si j'étais aux commandes, ce que je tenterais, c'est par tous les moyens possibles d'explorer d'autres chemins, de sortir de cette autoroute qui nous mène à l'impasse et sur laquelle on accélère. Je n'ai pas de solution clé en main, parce que c'est un problème difficile. La seule chose qui est sûre, c'est que ne rien faire, rester dans le statu quo, se dire surtout, continuons à vendre plus de voitures chaque année, mais comme on a quand même bonne conscience, on va essayer de vendre des voitures hybrides plutôt que des voitures thermiques. Ça, c'est ridicule. On peut pas s'en sortir comme ça. Eh bien oui, mais alors, ça veut dire que les employés de Renault ou de Peugeot vont perdre leur emploi? Oui, peut-être. Et bah donc du coup, faut les aider. Et donc du coup, il faut évidemment que ce soit pris en charge collectivement. Et donc du coup, il faut partager. C'est un problème systémique. Il faut envisager des solutions drastiques, mais drastiques pas au sens d'une révolution bolchevique, et encore moins bien sûr d'une révolution fasciste, au sens en fait simplement de ce que une situation dramatique demande des mesures qui n'ont pas encore été imaginées. Et c'est ça qui manque aujourd'hui aux politiques. C'est le courage d'envisager un ailleurs radical. Vous pensez que votre discours il est inaudible aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, moi, voilà, il y a un instant, voilà, arrêtez de le porter. Si j'étais, mais ça n'arrivera pas. Je suis fatigué. Ouais. Et puis il faut laisser la parole à d'autres. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et donc là je vais vraiment le tenir, parce que il y a des vrais experts, je ne le suis pas. Il y a des écologues, il y a des spécialistes des glaciers, il y a des spécialistes de la biologie. Je voudrais vraiment avoir simplement servi de passeur pour qu'on commence enfin à les écouter, parce qu'ils sont désespérés. Ils pensaient que lorsqu'ils auraient annoncé ce qu'ils savent, forcément les choses allaient changer. Vous savez, un peu comme quand on découvre un crime de guerre, quand on se dit bon, je vais le faire savoir au reste du monde, et forcément, ça va pas être toléré. Et là, on découvre un génocide, plus exactement un écocide, c'est-à-dire que la vie sur Terre est en train d'être tuée, rien ne se passe. Le sentiment qui est le vôtre aujourd'hui, c'est lequel, par rapport à toute cette situation? Alors moi, je ne vais pas tomber dans l'optimisme qui est devenu un mantra, comme dit Gansille, c'est-à-dire où dès qu'on s'exprime, il faut dire bon, j'y crois, hein, ça va aller. Non, je n'y crois pas et ça ne va pas aller.
faut être très clair. Néanmoins, mon pari, mon souhait, mon petit zeste d'espoir, c'est que face à cette situation critique, on fasse preuve d'un peu de dignité. C'est-à-dire que plutôt que de... Non pas de mourir, hein, voilà, on va pas tous mourir, je suis pas du tout dans ce catastrophisme ridicule, mais face quand même à des catastrophes à venir. Vous savez que dans quelques années, les plus gros mammifères sur Terre, ce sera des vaches. C'est un peu triste quand même. Vous savez que les requins qui existent depuis des dizaines de millions d'années, aujourd'hui sont en train de disparaître, même les requins, on le sait, les ours, etc., mais même les requins. Donc ce qui se passe quand même est fondamentalement triste. Et face à ce désespoir, moi ce que j'espère, c'est que ça va quand même créer de nouveaux liens, et que plutôt que de s'entretuer, on choisira de partager un peu d'amour, quoi. C'est la peur de la disparition de l'humanité à court terme, moyen terme, concrètement. Mais l'humanité, c'est une espèce parmi 7 millions. Bon, moi, je fais partie de cette espèce, j'y suis un peu attaché, évidemment. Donc, bien sûr, on est un peu attaché à nos semblables, parce que c'est avec eux qu'on a des relations d'amour, de haine, de connivence. Mais c'est plus que ça le problème. Quand bien même l'humanité irait bien, on ne peut pas détruire toute la vie sur Terre. C'est milliards de vivants non humains qui meurent, ça vaut pas rien quand même. C'est pas simplement une ressource, ce sont des êtres vivants qui sont ce monde. Et en plus, vous avez raison, l'humanité est menacée. Moi, je crois pas que l'humanité va disparaître. En termes rationnels, j'en sais rien. Hein. Mon analyse personnelle, c'est que l'humanité va pas disparaître. Mais franchement, avoir un petit nombre d'heureux élus super riches qui vivent dans un anthropocène dévasté, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Et c'est de se dire que nos enfants ne verront pas le monde dans lequel on vit actuellement. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est pas un pari, c'est une vérité. Non seulement nos enfants, mais même nous, la plupart des animaux extraordinaires qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'on ne les verra plus quand on sera vieux. Ça c'est en train de se faire, mais même les espèces banales, hein, parce qu'on pourrait se dire, oh, après tout, s'il n'y a plus d'ours polaires, on s'en fout. D'abord, je crois pas ça, mais on peut le dire. Mais on voit que les hérissons sont en train de disparaître, les lapins de Garenne sont en train de disparaître. C'est-à-dire que les oiseaux sont en train de disparaître, les insectes sont en train de disparaître. Et ça, c'est une catastrophe globale. Donc, bon voilà, c'est en train d'avoir lieu. Et je veux pas finir sur un sourire. Moi, je garde quand même le secret espoir qu'on saura inventer de l'amour, qu'on saura faire face avec un peu de dignité à la catastrophe que nous avons nous-mêmes causée. Et je vais peut-être en rester là si vous voulez bien, parce qu'il va falloir que j'y aille. On a juste deux, trois petites minutes avant de conclure le live, c'est de se dire, vous parlez beaucoup de la psychologie humaine dans ce monde aujourd'hui. C'est important aujourd'hui que la psychologie, elle change, on change nos réflexes, nos comportements, notre vision, nos égos, de vouloir avoir ceci plutôt qu'autre chose, la dernière voiture plutôt qu'une ancienne. Moi, si je veux faire du bien à ma carrière de chercheur en astrophysique, j'ai intérêt effectivement d'aller à toutes les invitations que je reçois pour des conférences à l'autre bout du monde. Je le fais plus. Je me pose pas en donneur de leçons, hein, que ce soit clair une fois de plus, je ne suis pas exemplaire à beaucoup de niveaux. Mais voilà, c'est un exemple parmi 1000 autres. Je crois qu'il faut arrêter avec ça, il faut le dire et il faut le faire. Pour conclure, peut-être un message à tous ceux qui nous regardent, beaucoup de jeunes qui sont là, qui se disent bon, qu'est-ce que je peux retenir comme message aujourd'hui ? Écoutez, je crois en reprenant la phrase de Bernard Stiegler, un bon philosophe, Nicolas Hulot disait « Soyez disruptifs ». La disruption, c'est un beau concept, je le suis là-dessus. Moi, je vais le dire un peu différemment. Je vais dire, là, on est sur une courbe qui est mortifère, ce que Gilles Deleuze, un autre philosophe, appelait une ligne de mort. On est sur une ligne de mort. Et moi, je pense que ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est pas une discontinuité, parce qu'on ne peut pas repartir à zéro, et on ne veut pas repartir à zéro. L'humanité a créé de très belles choses. L'humanité s'est sortie d'un certain nombre de problématiques, de famines, pas partout hélas, mais à certains endroits, de maladies, avec brio. Et puis voilà, on est quand même l'espèce qui a donné Bach, Léonard de Vinci et Einstein, quoi. C'est pas mal quand même tout ça. Donc moi je prône pas la discontinuité radicale, mais je prône une sorte de changement de pente tellement abrupte que nous ne l'avions pas même encore envisagé. Donc ce que je dirais aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, c'est le pire, c'est la continuité de la voie dans laquelle nous nous trouvons. Essayons des ailleurs. Moi je suis pas génial, donc je n'ai pas trouvé l'ailleurs qui fonctionne, mais j'ai espoir que de jeunes génies trouvent effectivement un rapport au monde qui ne solutionnera pas tout, ça c'est impossible, mais qui nous laissera une chance. Je voulais vous remercier sincèrement, Aurélien Barraud. Ça faisait plusieurs mois qu'on souhaitait vous avoir en interview. Et j'ai été un peu chiant, pardon. Non, mais je suis ravi qu'on ait pu vous avoir aujourd'hui parce que je considère que c'est une interview qui est passionnante sur un sujet qui est majeur et important. Et en tant que journaliste, c'est toujours intéressant d'avoir un éclairage profond avec
un constat, prendre un peu de hauteur sur tous ces enjeux dont on parle beaucoup actuellement, mais parfois en surface. Là, on a pu le faire. Donc, je suis très content, ravi, parce que c'est aussi pour tous ceux qui nous regardent. Et en tant que journaliste, c'est toujours ce qu'on recherche, c'est d'avoir justement des témoignages qui puissent mettre en perspective, expliquer les choses. Et je pense que cette heure d'interview a permis de le faire. Je le montre moi-même à l'écran. C'est le livre qui est sorti. Voilà. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté comme ça. Comme ça, vous le verrez bien. Il est juste là. Voilà, c'est le livre d'Aurélien Barraud. Donc, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité qui est sorti. Donc, je peux dire que Jean-Marc Gancy écrit un autre livre qui s'appelle Le plus des recommandations. Pour moi, c'est la suite du mien. En fait, je trouve qu'il y a plus loin. Je le recommande aussi. Et puis il y a Pablo Servigne et ses amis qui ont écrit Une autre fin du monde est possible. Ça poursuit en fait la petite réflexion que j'ai faite et je les recommande également. L'ensemble de cette interview à retrouver tout de suite sur ce live. Le lien de cette vidéo, pour encore le commenter, le partager dans quelques instants. On mettra aussi la vidéo sur la chaîne YouTube de Brut, l'application Brut aussi à télécharger. Et puis pour tous ceux qui souhaiteraient aussi vous retrouver, la continuité, c'est que c'est pour ça aussi que vous devez nous laisser, c'est qu'à 20h vous serez sur le plateau sur France 5 de C'est Politique avec Karim Rissouli pour la deuxième partie donc de C'est Politique. Donc à partir de 20h. J'arrête. Donc, voilà. Maintenant, je veux retourner à mes recherches, écrire de la poésie. Parce que vous aussi, vous préférez être discret médiatiquement, peut-être aussi, parce que c'est vrai que certaines personnes se disent. Après, au bout d'un moment, ça devient un but en tant que tel, quoi, la parole publique. Et je suis fatigué. Et puis, j'ai goûté à quelques effets pervers de ces choses-là. Donc voilà, laissons la parole à d'autres.